Ce que je veux dire, c'est que la transcendance est tombée sur nous aujourd'hui à propos donc de ce lieu de recueillement. Et cette transcendance, elle a été développée par Madame Chassaing, qui voit la conjonction de la spiritualité et du management pour que chacun retrouve le sens de son action. On est vraiment dans la transcendance. Et cette transcendance, elle vient, je ne dirais pas de Dieu ou d'un Dieu, mais elle vient d'un homme que vous connaissez tous. Voilà, trois sièges à ma gauche, qui, quand il était là, produisait avec son charisme des clones, c'est-à-dire des praticiens qui étaient comme lui, quoi, qui faisaient passer voilà, tout ce qu'un médecin peut passer. Et donc on va repartir aussi sur une note d'optimisme, parce que les patients que nous sommes s'interrogent toujours sur le fait que Paoli est quelque peu victime de son succès, c'est-à-dire tellement de patients que le temps des consultations nous paraît quelquefois un peu court. Mais sur l'intelligence artificielle, sur le temps, vous avez tenu des propos optimistes que nous vérifierons. Je voudrais remercier pour la richesse des débats. Donc pour moi, c'est très instructif. Je voudrais faire 3 remarques sur ce qui a été dit. D'abord, sur la remarque de Coralie sur et la spiritualité, faudrait voir en parler. Et effectivement, on a eu l'impression qu'on se détachait un peu du sujet. Mais moi, je pense que ma réaction là-dessus, c'est de dire, oui, mais minute. Probablement dans notre monde, compte tenu de l'histoire des hôpitaux, de la formation intellectuelle des soignants et des médecins en particulier, qui est très marquée par le rationalisme, la spiritualité, c'est pas un gros mot, mais pas loin quand même. Tout à fait. Donc de pouvoir être capable là aujourd'hui d'être ensemble dans cet hôpital avec des scientifiques, des chercheurs, des médecins, d'en parler. Alors même si c'est un balbutiant et une amorce, je crois que c'est vraiment très important. Et ça dit que voilà, il y a une vague qui se lève et il va falloir poursuivre en tout cas cette réflexion avec cette idée que la notion de spiritualité, elle est une des composantes de chacun de nous, de l'humanité, de tous les patients que nous prenons en charge, et que il y a une façon nouvelle de faire de la médecine, c'est effectivement, et de la cancérologie, c'est de s'intéresser aussi à ces autres aspects qui sont périphériques à la maladie et au cancer lui-même. Donc je crois que c'est moi j'y vois voilà quelque chose d'assez optimiste. Deuxième point, c'était sur la techno et notamment l'intelligence artificielle. La préoccupation que mentionnait Caroline Chassaing, je pense que c'est quelque chose d'important et qui n'est pas incompatible avec la croyance que ces nouvelles technologies vont nous aider à faire mieux de la médecine et nous aider à remettre de l'humain dans la prise en charge des patients. Mais l'expérience de ces dernières années, elle a montré qu'il ne faut surtout pas être naïf et que la bonne utilisation de ces outils véritablement au service des soignants et indirectement des patients, ça va pas venir tout seul. Et il faut vraiment y penser et s'en occuper. Et ça, c'est le sens de ce qu'on est en train de faire, puisque on met en place une nouvelle direction qui s'appelle la direction de la transformation numérique. Et si le mot transformation veut dire quelque chose là-dedans, c'est précisément de renverser. C'est plus les soignants qui vont être au service de l'informatique, mais plutôt l'inverse. Et là, les outils sont en place. Et puis la dernière chose, je veux pas être trop long, c'était dans le débat d'avant,
sur la problématique des soignants qui se disaient un peu désemparés sur comment bien annoncer les choses, enfin, ou le moins mal possible, en tout cas pour les patients. Donc évidemment, c'est un vrai sujet, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été, en disant on n'a pas appris, ça c'est sûr qu'on l'a pas appris à l'école, mais on a parlé de communauté des soignants, et cette communauté, en fait, elle sert aussi à ce que chacun puisse partager avec les autres et avec les plus jeunes un vrai savoir-faire. En fait, les uns et les autres sont assez talentueux dans cet établissement pour faire ça, cette annonce, et on l'a tous appris en prenant des bouts, en écoutant les autres et en disant tiens, cette phrase-là, elle est pas mal, machin, et on fait comme ça, on compose un patchwork qui permet d'avancer, et ça, il faut pas oublier cette notion-là, il faut l'entretenir parce que c'est probablement plus efficace que des cours magistraux. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Sandrine de Montgolfier, donc je suis ici et je remercie le professeur Jaffray d'avoir parlé d'éthique plusieurs fois dans son propos, et c'est de ce point de vue que je vais vous parler. Juste quelques mots pour vous dire que moi j'étais impressionnée par cette matinée, parce qu'effectivement on est parti d'un lieu, d'un espace, et cet espace qui est un lieu de rencontre, qui est un lieu spirituel pour se retrouver soi dans un moment difficile, pour soi en tant que patient, mais peut-être aussi pour certains soignants qui ont besoin de s'y retrouver, nous a permis d'aller jusqu'à la relation de soins. Et nous avons effectivement discuté là toute la matinée, et j'étais impressionnée par vos propos, cette relation de soins, cette possibilité de replacer l'humain au cœur du soin, qui parfois peut-être, et c'est dommageable, a pu de temps en temps être un peu éloigné de la médecine, et qui même s'il est bien sûr au cœur je pense, de la vocation de chaque soignant, parfois dans l'épreuve de l'efficacité, comme on a pu en parler, a pu s'éloigner. Et effectivement, cette matinée redonne beaucoup d'espérance, avec des mots forts, puisque moi j'ai entendu les mots de densité dans la relation, d'écoute, mais d'écoute pour entendre vraiment, et ça c'est peut-être plus difficile, d'être aussi dans la réception des émotions. Et là-dessus, j'aimerais vraiment partager des enquêtes de terrain que je fais ici à l'IPC, où j'ai entendu des émotions partagées par vous, professionnels de santé, mais aussi par vous, soignés, et ce besoin peut-être de reconnaître qu'on a besoin d'espace pour partager ses émotions, s'écouter. Et donc donner ainsi cette capacité de construire ensemble, apprendre les uns des autres. Et j'aimerais conclure là-dessus, parce que merci pour cette matinée qui permet effectivement, je crois, d'approcher cette construction ensemble, vous patients ici présents, vous aidants, mais vous soignants de toutes sortes, qui permet effectivement de repenser cette relation de soins et de s'écouter les uns les autres. Merci. Pour ce témoignage. Une autre question, je crois. Oui. Ouais, Jacques Eval, moi je suis chirurgien, je fais plutôt de la chirurgie du foie et du pancréas. Ouais. Alors moi je vais plutôt vous amener sur le thème de la physique. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est la trajectoire de vie d'une personne. Est-ce qu'un médecin est capable de modifier la trajectoire de vie d'une personne ? Juste un petit rappel historique, la relativité générale, c'est 1905, la relativité restreinte, c'est 1915. C'est l'influence du temps, de la gravitation et de l'espace. Et votre rôle, il va être de dire à un moment, imaginons qu'une personne est une particule. Où est-ce qu'elle va se situer ? Et c'est ça le soin, en fait. C'est de se dire, c'est le contrat d'amener les gens le plus loin possible, le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Et c'est de lui dire, en fait, quel va être son canevas. Vous serez à l'instant T dans telle situation. Et le rôle du médecin, c'est de l'anticiper dès la première consultation. La deuxième chose dont il faut se souvenir, c'est qu'on produit du cancer tous dans cette salle, tous les jours, et on le détruit. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu, on change. Non, on ne change pas, en fait. C'est le jour de l'annonce, on est resté la même personne que 6 mois auparavant ou 1 an auparavant. Et ça, c'est un point qui est fondamental à souligner pour les gens. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, et je ferai un rappel juridique, la relation médecin-malade, c'est l'arrêt Mercier de 1936. C'est une relation qui est contractuelle, avec des obligations du médecin de soigner en état des connaissances scientifiques, avec diligence et humanisme. Mais cette relation contractuelle, elle implique aussi un devoir du patient. Or, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est, oui, il y a de l'implication, mais j'entends aussi que du médecin, on parle de technique, on parle d'intelligence artificielle, mais on oublie aussi que le malade, il a des devoirs aussi envers le praticien. Et c'est ça qui fait que la sauce marche ou ne marche pas en réalité. Et ça prend du temps.
Et donc on parlait de temps, de moyens, mais si vous n'avez pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Alors très brièvement, moi, c'est pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, c'est le lien entre soigner et guérir. Je pense que tout le monde le connaît, tout le monde y a réfléchi. Et moi, en tant que religieux, la question que je me suis posée, et que je pose peut-être aux soignants ici, c'est, il me semble en tant que religieux que l'homme a un devoir de soigner, mais il n'a pas un devoir de guérir parce que ça ne lui appartient pas, mais que ça appartient à Dieu en fait. Quelque part, l'homme soigne et puis c'est Dieu qui guérit. Et je pense que ça peut aller dans le sens un peu de ce que dit notre ami qui est à côté, lorsqu'il dit que sans le patient, le soignant ne peut rien faire en fait. Parce que quand on dit que Dieu guérit, c'est qu'en fait finalement quelque part on peut dire que c'est le patient qui se guérit. C'est le patient qui laisse les choses se faire et qui accepte de guérir en fait quelque part. Et donc moi, quelque part ma question c'est, est-ce que les soignants ont conscience qu'ils sont des soignants et que guérir, c'est quelque chose qui est au-delà de leurs compétences, malgré toutes les connaissances qu'on peut avoir. On peut dire, voilà, on va mettre telle molécule, ça devrait marcher. Mais en vérité, on n'en sait rien. Ça veut dire que ça ne marche pas à 100%, ça ne marche jamais à 100%. Quelle part vous donnez, en tant que croyant, agnostique ou athée, hein, peu importe, à cette part de mystère, en fait, dans votre relation aux soignants, aux patients, en fait. Voilà. Et j'aimerais, parce que elle a parlé d'événements. Et pour moi, l'événement, c'est le soin. Le soin, ça doit être un événement, c'est-à-dire c'est un lien entre le soignant et le patient. Mais derrière ça, la guérison, c'est un avènement. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas et qui vient tout seul et qui, pour moi, est la main du divin. Après, pour d'autres, ça peut être autre chose, mais voilà, je voulais souligner aussi ce point-là. Merci. Vous énoncez comme le mystère, l'incertitude. Nous, on l'évalue en tant que risque, c'est-à-dire que notre rôle dans une démarche de soins, ça va être typiquement, si on va s'intéresser à un cancer avec un risque de récidive, ça va être de diminuer ce risque au minimum possible avec les données dont on dispose et les outils dont on dispose. Donc, ouais, c'est pas le mystère, c'est le risque. Et ce risque, en effet, il est très mystérieux et je l'aborde avec mes patientes, hein, ce concept de risque, c'est-à-dire que si on a un risque de 20% sans traitement, qui va tomber à 10% avec les traitements, on divise le risque par 2. Néanmoins, aujourd'hui, prédire si la patiente va faire partie des 90% qui ne récidiveront pas ou des 10% qui récidiveront malgré un traitement bien conduit, ça, c'est mystérieux. Mais on développe justement le plus de ressources possibles pour essayer de comprendre et essayer de prédire qui va récidiver, qui ne récidivera pas, qui pourra avoir le traitement optimal. Et quand on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, il y a eu des progrès faramineux de fait là-dessus. Il n'y a pas de raison, compte tenu de la courbe exponentielle des progrès, que dans 10 ans, on ne soit pas beaucoup plus avancé là-dedans, et que cette part de mystère, que du coup moi j'appelle le risque, soit bien plus faible pour une patiente individuelle. Aujourd'hui, on va parler de groupes de patientes, mais demain peut-être on pourra pour chaque patiente essayer de prédire un petit peu en fonction de ce qu'on est capable de faire, ce qu'on arrivera à avoir comme résultat. Et en effet, après, il y a une part d'aléa, des choses qu'on ne contrôle pas du tout. Il n'y a rien de plus imprévisible qu'un être humain. Et ça, on ne le contrôlera jamais. Donc tout ça, on peut le rentrer en effet dans peut-être quelque chose qui viendrait dans votre mystère. Mais je pense qu'il faut quand même le différencier de ce que nous, en tant que soignants, on va considérer comme un risque au sens mathématique et prévisible du terme. Voilà. Après, le rôle... un risque finalement de la manière la plus simplifiée, c'est un lancer de dés. À chaque lancer on a une chance sur 6. Le mystère qu'il y a derrière ça, il est pas si... Enfin, je pense qu'il est extrêmement profond et en fait sur le lancer de dés on peut en parler pendant plusieurs jours, hein, je pense. Aussi pour vous répondre, moi je vais être un peu plomber l'ambiance. Il y a quand même une certitude, c'est que on va tous au même endroit, hein, qui que ce soit dans la salle. C'est juste, comme l'a dit il y a peut-être une exception. Donc ça c'est quelque chose d'important, mais c'est vraiment la trajectoire qui est la plus importante. On m'a appris aussi quand j'étais jeune, tu sauves personne, tu gagnes du temps. Mais il faut que ce temps il ait du sens. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que quand on met en place des traitements, il faut apprendre à connaître le patient dans toutes ses dimensions, incluant la spiritualité, pour que le traitement ait du sens pour le patient et qu'on puisse avancer, comme on dit en soins palliatifs, on ne va pas devant, on ne va pas derrière, on ne pousse pas, on se met à côté du patient, on avance avec lui, à son rythme, avec les incertitudes du parcours de soins. Mais à aucun moment, enfin après moi je suis pas la bonne personne, mais guérir, effectivement, je pense pas que ça nous appartienne. Je suis très impressionnée par cette matinée, très touchée de toutes ces énergies qui convergent en se posant la question, la seule question,
celle qui est au centre, celle du soin, effectivement, davantage que celle de la guérison. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Les patients qui cherchent... Moi, je suis sortie de la problématique, personnellement, je vais guérir ou je ne vais pas guérir, je crois que peu importe. Je suis sortie vraiment de ça. Ce qui compte, c'est effectivement le temps qu'il reste, que ce soit du temps magnifique, du temps préservé, et également la convergence des énergies des soignants qui se posent la question de comment je vais grandir finalement en soignant aussi l'autre et en étant le mieux possible dans cette problématique de soigner l'autre. Je vois qu'on est tous d'accord au fond, le patient qui cherche à se soigner lui-même, qui n'est qu'un autre, on est toujours étranger à soi-même, on le sait, et le soignant qui cherche à soigner le patient, qui est aussi un lui-même. Merci au fond, voilà. Et j'aime bien l'image du lanceur de dés. Lançons les dés. C'est comme ça que nous aurons des chances, tous ensemble, d'aller vers du mieux. Merci pour cette image. Je crois qu'il y avait une question derrière vous. Oui, bonjour, Boris Pétric, je suis anthropologue. Je voulais revenir à la question de la spiritualité par rapport à une réflexion sur le rapport de l'humain à son environnement et au fait de tenir compte de son environnement avec des animaux, des végétaux et de l'importance de la prévention, parce que le cancer finalement arrive à un moment où, dans la vie, où généralement il y a des questions de contamination, de pollution, il y a beaucoup de cancers qui sont liés à ça. Et donc je voulais savoir, la question que je voudrais poser aux médecins, dans cette question de l'éducation, de la prévention, de prendre soin de soi, de prendre soin de son environnement, est-ce que vous pensez qu'au niveau de la prévention, aujourd'hui on est à la hauteur de ce qui nous attend au XXIe siècle? Parce que c'est bien de la biologie, les molécules, c'est bien, mais c'est peut-être aussi bien de vraiment travailler tous ensemble pour la prévention, en fait. Oui, et que l'humain soit dans un environnement habitable, en fait. On a d'ailleurs une affiche, la prévention des cancers, qui est juste derrière vous. Voilà, donc une réaction peut-être de nos... ou de... Oui. Je vais essayer de répondre à votre interrogation. La première, vous interrogez les patients, mais moi, j'ai envie de dire, concernant la prévention, il faut d'abord s'adresser aux citoyens, parce que avant d'avoir la maladie, on peut, par une prévention qu'on qualifie de primaire, se mettre à l'abri des risques. Et la deuxième, qui est ce qu'on appelle la prévention secondaire ou dépistage, être un peu plus sérieux et participer de façon plus efficace au dépistage. Donc oui, la prévention, totalement convaincue. Maintenant, si j'ai bien compris la conclusion, c'est que il est toujours possible de trouver du temps pour écouter le patient qui souhaite être entendu au moment d'une consultation, une chose qui est faisable, si j'ai bien compris, et que la direction va prendre soin de ne pas être victime de l'intelligence artificielle, mais plutôt de s'en servir de façon positive pour aider le travail des soignants. Alors, je ne dirais pas que c'est la conclusion unique, c'est une des pistes de réflexion de nos discussions. Oui, il y avait encore une question là, madame. Je suis une patiente. Je suis très contente d'avoir été soignée ici. La rencontre avec les médecins, enfin, ça a été vraiment très concret aussi. Enfin, l'oncologue m'a dessiné mon cancer du sein, j'ai tout compris, j'étais hyper contente, c'était vraiment formidable. Mais c'est peut-être à l'accueil, à l'arrivée, où là j'ai trouvé que la spiritualité était un peu dure, quoi. J'avais l'impression d'arriver à l'usine, à Pôle emploi, enfin, avec les tickets, avec même le répondeur quand on veut prendre rendez-vous, parce que moi j'ai perdu mes codes IPC, je suis artiste et chômeuse, ouais. Donc artiste, donc j'ai l'habitude des deux et c'est les mêmes codes. D'accord. Des fois c'est un peu dur. Ouais, ouais.
J'entends bien ce que vous dites de la différence entre voilà, la manière dont vous avez été pris en charge et puis l'accueil, peut-être une piste de réflexion et d'amélioration. Par contre, je trouvais très, très bien quoi, le bureau des psychologues qui permettait aussi d'expliquer pourquoi c'était comme ça, quoi. Plusieurs questions en fait. D'abord, je voulais juste parler du lieu de recueillement qui, moi, m'a permis au moment de l'annonce de pouvoir rencontrer une association qui s'appelle le Lourdes Cancer Espérance, qui m'a permis de dépasser cette annonce et qui a été une grande richesse d'accompagnement. Juste un point, je l'ai découvert par hasard, à savoir que la signalisation, il faudrait peut-être revoir ça. Autre piste d'amélioration. Absolument. Par ailleurs, je voulais parler de l'intervention qu'a fait le patient concernant l'Institut hors les murs. Il y a actuellement, à ma connaissance, une mise en place en cours de contractualisation avec la clinique Bonneveine et un médecin justement de l'Institut Paoli-Calmette qui permet de prendre en charge les effets secondaires des soins de la chimiothérapie fin des cancers et qui fait appel justement à plein de soins qui ne sont pas des soins traditionnels mais qui, par rapport au confort et au moral, sont absolument extraordinaires. Et en parlant dehors les murs, ça me permet de revenir sur les urgences. Parce que bon, il y a toujours des aspects positifs et puis d'autres un petit peu moins. Et les urgences, à Paoli-Calmette, vous êtes victime de votre succès. À savoir que quand on les appelle, il y a d'abord, et c'est très positif, quelle que soit l'heure, un médecin qui répond. Mais par contre, quand il y a un besoin d'accueil, les lits sont presque toujours pleins. Et ça, c'est très difficile. On vous dit, voyez votre médecin traitant, allez à l'hôpital le plus proche, où on sait qu'on va passer des heures et des heures aux urgences, alors qu'ils ne vous connaissent pas. Voilà. Et puis, je voulais juste revenir sur la question qu'a posée la patiente concernant la fin de vie. Et là, je voulais m'adresser directement au service palliatif. On n'a pas évoqué cette fin de vie et le droit de choix du malade et la loi Leonetti. Est-ce que vous pouvez juste nous en parler un tout petit peu ? C'est très très dur comme question là. Non, il y a beaucoup de choses à dire. Non, je vais répondre un peu de Normand. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très investi et très disponible à l'IPC. Qu'on soit en situation palliative ou pas, on peut demander à nous rencontrer pour justement prendre un temps pour expliquer comment rédiger ces directives anticipées, qu'est-ce que c'est la sédation profonde et continue dans le cadre de la loi Claes-Leonetti, où on en est la loi, parce que la loi va peut-être évoluer. Et donc du coup ça, mais même si on est dans une situation où on peut guérir, on est là pour répondre à toutes ces questions et ça fait partie de nos missions. Donc ça, vous pouvez demander, enfin les oncologues et les chirurgiens, on commence à être assez visibles à l'Institut, donc vous pouvez leur demander et ils nous envoient un petit mail et on prévoit un temps d'échange pour ça.